Vous pensez que Poutine a envahi l'Ukraine à cause de l'OTAN? Détrompez-vous. Version officielle. Expansion de l'OTAN, dénazification, défense des russophones. Mais aucune de ces affirmations ne résiste à un examen sérieux. Les dirigeants occidentaux, comme le secrétaire général de l'OTAN et ancien premier ministre néerlandais Mark Rutte, le disent. Il s'agit vraiment d'empire, que l'Ukraine n'était que le début, et que les pays baltes, la Pologne et la Moldavie pourraient être les prochains. Mais même ce récit ne fait qu'effleurer la surface. La vérité était plus profonde, plus ancienne et bien plus calculée que ce que l'on pensait. Parce que les problèmes de la Russie avec l'Ukraine et l'OTAN n'ont pas commencé avec Poutine. Ils ont débuté il y a des décennies, avec une série de manœuvres que peu ont su identifier pour ce qu'elles étaient, réellement. L'OTAN a été créée à la suite de la Seconde Guerre mondiale. L'objectif était de placer les nations européennes sous la protection militaire des États-Unis, pour leur permettre de se reconstruire et de se remettre des dévastations sans précédent de la guerre. Sans l'ingérence de l'Union soviétique de Joseph Staline, les États-Unis étaient de loin la puissance militaire la plus forte après la guerre et la seule nation à posséder des armes nucléaires. Cependant, après avoir vaincu l'invasion hitlérienne et marché triomphalement jusqu'à Berlin, les soviétiques demeuraient une menace redoutable, contrôlant de facto la majeure partie de l'Europe de l'Est. Les membres fondateurs de l'OTAN le 4 avril 1949 étaient la Belgique, le Canada, le Danemark, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, le Royaume-Uni et les États-Unis. La Grèce et la Turquie ont ensuite rejoint l'Alliance en 1952, l'Allemagne de l'Ouest en 1955 et l'Espagne en 1982. Le réarmement de l'Allemagne de l'Ouest par l'OTAN en 1954 a suscité de vives protestations des États d'Europe de l'Est non membres, en particulier la Tchécoslovaquie et l'Union des républiques socialistes soviétiques. Avec les conséquences du militarisme allemand de la décennie précédente encore vives, ils redoutaient une Allemagne de l'Ouest remilitarisée. Une série de discussions et de réunions ont eu lieu entre l'OTAN et les soviétiques en 1954 au sujet du projet de réarmement de l'Allemagne de l'Ouest et de son intégration à l'OTAN. Parmi leurs propositions, les soviétiques sont même allés jusqu'à suggérer qu'ils devraient également rejoindre l'OTAN, mais cette suggestion a été rejetée par les États-Unis. Les soviétiques ont aussi suggéré l'unification de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest en un État neutre unique. Cependant, les États-Unis ont insisté pour qu'une Allemagne unifiée ne soit pas neutre, libre de se réarmer, et de rejoindre le projet avorté de Communauté européenne de défense. Communauté européenne de défense. Cependant, les soviétiques en ont conclu que, puisque l'OTAN s'était réarmée et avait intégré l'Allemagne de l'Ouest malgré leurs inquiétudes, ils auraient besoin de leur propre dispositif de sécurité collective. Le ministre des Affaires étrangères soviétique, Molotov, craignait que l'OTAN, incluant l'Allemagne, ne porte tôt ou tard un regard plus agressif vers l'Union des républiques socialistes soviétiques. Le 14 mai 1955, le pacte de Varsovie fut signé par l'Union des républiques socialistes soviétiques et 7 autres pays d'Europe de l'Est, l'Albanie, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne de l'Est, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie. Un rideau de fer s'est dressé entre l'Est et l'Ouest. En un sens, les craintes de Molotov sont devenues une prophétie autoréalisatrice, l'OTAN ayant désormais les soviétiques dans sa ligne de mire. La situation est restée ainsi, jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique et du pacte de Varsovie en 1991. L'Ukraine, république socialiste soviétique majeure, était un élément crucial du système soviétique dominant, le pacte de Varsovie, avant de jouer un rôle clé dans l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Pour certains historiens, la déclaration de souveraineté de l'Ukraine le 16 juillet 1990 est aussi importante que son indépendance. Un moment aussi emblématique dans la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques que la destruction du mur de Berlin l'année d'avant. L'Union des républiques socialistes soviétiques s'était effondrée économiquement à la fin des années 1980, ne disposant que de mauvaises options. Le premier ministre Mikhaïl Gorbatchev a initié des réformes pour redynamiser le système. Mais ces politiques, la glasnost et la perestroïka, ont libéré des forces incontrôlables. S'ensuivit une période difficile de négociation, en interne entre Moscou et les autres républiques soviétiques, dont l'Ukraine, et en externe avec les États-Unis et les grandes puissances européennes. L'Allemagne était une nouvelle fois au centre des débats. Les puissances de l'OTAN souhaitaient réunifier l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, tout en maintenant l'adhésion de l'Allemagne réunifiée à l'OTAN, comme pour l'Allemagne de l'Ouest. Les dirigeants occidentaux ont commencé à convaincre les soviétiques d'adhérer à ce plan. Et des assurances ont été données verbalement à plusieurs reprises que la réunification et les futures activités de l'OTAN n'auraient pas d'impact négatif sur les intérêts soviétiques dans leur sphère d'influence. Beaucoup d'attention a été portée à l'engagement verbal du secrétaire d'État américain James Baker envers Gorbatchev, selon lequel l'OTAN ne s'étendrait pas d'un pouce vers l'Est. Ce qui a été contesté et discrédité dans de nombreux cercles ukrainiens et occidentaux. Des années après, dans une interview,
Gorbatchev lui-même affirma que l'idée d'engagement ferme pris à ce sujet était un mythe. Néanmoins, des documents déclassifiés montrent que les dirigeants occidentaux savaient pertinemment que l'expansion de l'OTAN dans les ex-pays du pacte de Varsovie inquiétait grandement les soviétiques. Des documents montrent que le président George Bush, le chancelier Helmut Kohl et d'autres ont donné des assurances similaires à Baker. Peu d'éléments suggèrent qu'à l'époque, l'OTAN était malhonnête et avait réellement l'intention de s'étendre dans l'ancienne sphère d'influence soviétique. La guerre froide se terminait enfin, avec la paix au premier plan, et non les sources de futurs conflits. Mais les choses ne se sont pas déroulées ainsi. La Russie justifie son invasion de l'Ukraine en accusant l'OTAN de ne pas avoir respecté ses engagements, considérant cela comme un échec de l'organisation. Cette histoire présente 3 problèmes. Tout d'abord, les documents déclassifiés montrent clairement qu'aucun engagement écrit n'a été pris. Il y a eu des discussions, des suggestions et des assurances verbales, mais rien n'a été mis par écrit. Cela signifie que l'OTAN était légalement en droit de s'étendre où elle le voulait sans enfreindre d'accord avec la Russie. Deuxièmement, ces discussions et assurances ont été faites en considérant les intérêts et la sphère d'influence soviétique, pas russe. Quand l'Union des républiques socialistes soviétiques s'est dissoute, la Russie a hérité légalement de ses intérêts, dont le territoire de l'ex-république soviétique de Russie, l'armée soviétique et le siège permanent de l'Union des républiques socialistes soviétiques au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Cependant, après la dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques, en 1991, 14 pays sont devenus indépendants, dont l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, l'Estonie, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Lettonie, la Lituanie, la Moldavie, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et l'Ukraine. Il est donc difficile de soutenir que les intérêts territoriaux soviétiques en 1990 équivalent aux intérêts russes 35 ans plus tard. Troisièmement, bien que l'OTAN se soit effectivement étendue à grands pas sur les terres de l'ancien pacte de Varsovie, dans pratiquement chaque cas, cela s'est fait à l'initiative des pays eux-mêmes, et non de l'OTAN. En 1999, les 3 premiers anciens membres du pacte de Varsovie ont rejoint l'OTAN, la République tchèque, la Hongrie et la Pologne. En 2004, 7 autres pays ont rejoint l'OTAN, la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Les 3 États baltes sont les seuls ex-États soviétiques membres de l'OTAN. En 2009, après la guerre russo-géorgienne, la Croatie et l'Albanie ont adhéré pleinement à l'OTAN. Le Monténégro les a rejoints en 2017 et la Macédoine du Nord est devenue en 2020 le 30e membre de l'OTAN. Après l'invasion russe de l'Ukraine, la Suède et la Finlande ont abandonné leur neutralité historique pour rejoindre l'OTAN en 2024 et 2023, respectivement. Parmi ces nations, seules les 2 dernières n'étaient pas auparavant définitivement dans la sphère d'influence soviétique, que ce soit comme membres du pacte de Varsovie, République soviétique ou partie de la Yougoslavie. Les États baltes et la Finlande partagent une frontière avec la Russie, donc l'OTAN est déjà présente aux portes de la Russie. La Russie n'a pas envahi les pays ayant adhéré à l'OTAN, mais a envahi la Géorgie après que celle-ci ait montré son intérêt pour l'Alliance. N'est-il pas absurde et hypocrite que la Russie prétende que la proposition d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN soit une excuse valable pour l'envahir et la dévaster? Eh bien franchement oui, c'est le cas à bien des égards, mais il y a des nuances. D'abord, les frontières diffèrent significativement dans leur intégration à l'équation de sécurité russe. Avec ses 19 966 km, la frontière russo-ukrainienne est de loin la plus longue parmi les 4 pays voisins membres de l'OTAN. Sa frontière avec la Finlande mesure 1335 km, l'Estonie 295 km, la Lettonie 2837 km et la Lituanie 266 km. La frontière avec l'Ukraine est donc beaucoup plus ardue et onéreuse à protéger, comme l'a prouvé l'incursion ukrainienne à Koursk en août 2024. De plus, les frontières de la Russie avec les États baltes et la Finlande sont concentrées dans l'extrême nord-ouest du pays, encerclées par l'Arctique, et une zone contrôlable pour défendre les frontières ukrainiennes. Cependant, elles traversent une grande partie du cœur de la Russie, à quelques centaines de kilomètres de Moscou et d'autres villes clés comme Koursk, Briansk et Rostov-sur-le-Don. Comme l'a montré la capacité de l'Ukraine à frapper aisément des sites industriels et militaires clés en Russie occidentale, la frontière ukrainienne expose la vulnérabilité russe d'une façon inégalée par les autres frontières. Bien que la Russie n'ait pris aucune mesure militaire contre les anciens membres du pacte de Varsovie et les ex-républiques soviétiques suite à leur adhésion à l'OTAN, sa relation avec l'Alliance s'est nettement détériorée au fil du temps. Dans les années 1990, la Russie post-soviétique est devenue un cas désespéré économiquement et politiquement. Il y a eu une tentative de coup d'État en 1991, suivie d'une crise constitutionnelle en 1993.
Le président post-soviétique Boris Eltsine a supervisé une décennie de pillage des anciens actifs prisés de l'Union soviétique par des oligarques nationaux et internationaux. Dans ce contexte, les ex-pays du pacte de Varsovie et d'anciennes républiques soviétiques ont publiquement exprimé leur désir d'adhérer à l'OTAN, trouvant une sympathie significative au sein de l'Alliance. Avec la fin de la menace soviétique, un affaibli. La Russie a tour à tour appelé à l'élimination de l'OTAN en raison de sa conversion d'une alliance militaire à une alliance politique et à l'adhésion de la Russie à l'organisation. L'OTAN a ignoré les protestations bruyantes de la Russie lorsque la République tchèque, la Hongrie et la Pologne ont été présélectionnées pour l'adhésion, car la Russie n'avait pas d'autre recours. Eltsine ne pouvait empêcher ces pays de rejoindre l'OTAN, mais il devait apaiser la dissidence grandissante au sein de la direction politique russe. Le 27 mai 1997, l'OTAN et la Russie ont signé l'acte fondateur OTAN-Russie, un pacte de coopération qui a permis de trouver une solution. Cet accord a permis à la Russie d'avoir un rôle consultatif dans les discussions de l'OTAN et a offert la couverture politique dont Eltsine avait besoin pour présenter l'expansion imminente de l'OTAN en Europe de l'Est aux élites politiques russes. Lorsque l'OTAN a absorbé les 10 premiers anciens pays sous contrôle soviétique en 1999 et 2004, le processus s'est techniquement déroulé avec l'implication de la Russie, malgré la forte opposition de Moscou. Eltsine qualifiant plus tard cela de mesure forcée. Cependant, les choses ont changé quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir en 1999. Au début, il a adopté une position pro-occidentale, et aurait même demandé à Bill Clinton en 2000 les possibilités pour la Russie de rejoindre l'OTAN. Mais en 2007, son ton avait beaucoup changé. Dans un discours célèbre à la conférence de sécurité de Munich en 2007, il a averti que l'expansion de l'OTAN vers l'Est sapait la sécurité de l'Europe et mènerait à un conflit majeur. Il était très peu impressionné par les délibérations de l'OTAN sur l'invitation de l'Ukraine et de la Géorgie à rejoindre l'Alliance. En 2008, William Burns, alors ambassadeur des États-Unis en Russie et récemment directeur de la CIA, a déconseillé cette démarche. L'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN est la ligne rouge la plus claire pour l'élite russe, pas seulement pour Poutine. Selon Burns, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est unanimement perçue comme une provocation envers les intérêts de la Russie. Lors de la conférence de Bucarest en 2008, les décideurs de l'OTAN ont ignoré les avertissements et déclaré que l'Ukraine et la Géorgie deviendraient membres, bien qu'elles n'aient pas été officiellement intégrées au programme Membership Action Plan. Ensuite, on a appris que la Russie était entrée en guerre contre la Géorgie. Le conflit a mené à l'indépendance de l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, 2 provinces géorgiennes reconnues par la Russie, et presque personne d'autre. La Géorgie et la majorité du monde considèrent toujours ce territoire comme géorgien, un point crucial pour l'admission potentielle de la Géorgie à l'OTAN. Pour adhérer à l'OTAN, les pays doivent résoudre pacifiquement leurs différends internationaux, ethniques ou territoriaux, avant de pouvoir rejoindre l'Alliance. Tant que les 2 régions séparatistes existent et sont revendiquées par la Géorgie, celle-ci ne peut pas rejoindre l'OTAN, de facto, voire de jure. Selon Poutine, le problème est résolu. L'invasion et l'annexion par la Russie de la Crimée en 2014 et des oblasts de Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporizhia posent un problème similaire pour l'Ukraine. L'invasion de l'Ukraine par Poutine, bien que sanglante, coûteuse et inutile, s'est avérée efficace pour empêcher l'admission du pays à l'OTAN. Mais il y a plus. L'Ukraine et la Biélorussie ont une importance bien plus grande pour la Russie que tout autre ancien territoire. Le peuple ukrainien tente d'affirmer sa souveraineté depuis des siècles, mais pour Poutine et de nombreux nationalistes modernes, cela semble être un problème. L'Ukraine, la Biélorussie et la Russie sont essentiellement une seule entité. Assez ironiquement, les 2 visions peuvent être attribuées en grande partie au soulèvement de Khmelnytsky de 1648-1657 et à l'accord de Pereyaslav de 1654 qui en a résulté. Les Cosaques Zaporog, alliés aux Tatars de Crimée et à la paysannerie ukrainienne locale, se sont révoltés contre la République des 2 nations polono-lituaniennes, sous le commandement de l'Hetman Bohdan Khmelnytsky. La guerre, marquée par des atrocités de masse sauvages des 2 côtés, a libéré la population orthodoxe ukrainienne de la subjugation et a conduit à l'établissement d'un hetmanat cosaque en Ukraine. En ce sens, elle est une expression historique clé de l'identité nationale ukrainienne. Cependant, le soulèvement a mené à l'incorporation de l'Ukraine orientale dans le Tsarat de Russie, initié par l'accord de Pereyaslav de 1654. L'accord a vu les Cosaques prêter allégeance au tsar tout en conservant une large autonomie. Dès le début, cette alliance semblait être un mariage infernal pour l'Ukraine. Une période de turbulences politiques et de luttes internes dans l'Hetmanat, connue sous le nom de la ruine, a conduit à son incorporation complète dans l'État russe.
Au XXe siècle, l'accord de Péréaslav était devenu un événement célébré dans l'histoire et la philosophie soviétique, présenté comme la réunification de l'Ukraine et de la Russie. L'Ukraine a déclaré son indépendance en 1917, profitant du chaos survenu après le renversement des tsars par les bolcheviks. Un État ukrainien unifié et indépendant a brièvement émergé en 1919, avant d'être à nouveau absorbé par la machine soviétique. Ainsi, l'Ukraine est restée unie à la Russie contre son gré. Jusqu'à l'indépendance, en 1991. Malgré la quête d'indépendance de l'Ukraine, les soviétiques ont continué à accorder une grande importance aux traités, pendant l'ère Staline et l'après-guerre. Les festivités du 300e anniversaire de cette réunification en 1954 furent très répandues en Union des républiques socialistes soviétiques, et inclurent un petit événement qui allait transformer le monde. 60 ans plus tard, le transfert de la Crimée de la République socialiste fédérative soviétique de Russie à la République socialiste soviétique d'Ukraine. En 2014, la Russie a saisi la Crimée et l'a annexée à la Fédération de Russie. Quel lien cet événement avait-il avec le souhait de l'Ukraine d'intégrer l'OTAN ? Eh bien, comme pour la Géorgie, la région contestée rend difficile toute avancée décisive vers l'admission de l'Ukraine dans l'OTAN. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 a le même objectif que la question non résolue de la Crimée en 2014, mais elle est peu nécessaire. Certains pourraient comprendre la méfiance de Poutine à l'idée d'avoir l'OTAN, avec sa clause de défense mutuelle de l'article 5 tout le long de sa vaste frontière ukrainienne. Malgré les protestations de l'OTAN affirmant qu'il s'agit d'une alliance défensive ne menaçant pas la Russie, les deux parties sont antagonistes depuis des décennies. Selon la plupart des estimations, l'OTAN possède une capacité militaire nettement supérieure à celle de la Russie. Les armes de ses membres tuent des soldats russes en Ukraine depuis presque 3 ans. Malgré les initiatives de détente de Trump avec Poutine, la politique officielle des États-Unis envers la Russie reste de la contenir et de l'affaiblir. Mais il était clair qu'il n'avait pas besoin d'envahir pour empêcher l'Ukraine de rejoindre l'OTAN, aussi injustifié que cela puisse être. Comme tout État souverain, l'Ukraine devrait pouvoir rejoindre librement les alliances et traités de son choix. Pourquoi alors Poutine a-t-il envahi le pays ? Était-ce simplement de l'impérialisme pur, un désir d'appliquer pleinement l'accord de Péréaslav et de reconquérir l'Ukraine malgré la volonté de son peuple ? C'est possible. Cependant, après son expérience avec les Tchétchènes, il est peu probable que Poutine veuille affronter une insurrection prolongée et généralisée, menée par une population très capable. C'est ce qui pourrait arriver si, contre toute attente, la Russie réussissait à conquérir entièrement l'Ukraine. En absorbant l'Ukraine, la Russie déplacerait sa frontière au cœur de l'OTAN, créant de nombreux nouveaux fronts hostiles. Si Poutine veut éloigner l'OTAN de sa porte, repousser ses frontières jusqu'à la Pologne, la Hongrie, la Moldavie et la Roumanie serait un spectaculaire autosabotage. Dans cette optique, le simple désir tyrannique de conquérir l'Ukraine paraît trop simpliste. Une explication. De multiples facteurs stratégiques, idéologiques et personnels ont probablement poussé Poutine vers la guerre, notamment la résistance à l'expansion de l'OTAN en Ukraine. La conviction idéologique de Poutine que les Ukrainiens et les Russes sont un seul peuple, comme il l'a exposé dans son essai de 2021, est sans aucun doute un facteur à prendre en compte, mais ce n'est pas le seul. Un autre facteur est son héritage. Poutine a bâti son règne sur la restauration de la grandeur russe. Perdre l'Ukraine au profit de l'Occident ternirait son image de dirigeant ayant renversé l'humiliation post-soviétique. De plus, dans les années précédant l'invasion, la situation intérieure en Russie s'était progressivement détériorée, en grande partie à cause des sanctions imposées par l'Occident après l'annexion de la Crimée. Comme beaucoup de pays, le confinement lié au Covid a affecté l'économie russe, empirant la situation. En 2022, Vladimir Poutine était confronté à une stagnation, avec une baisse du niveau de vie, des manifestations contre l'emprisonnement d'Alexeï Navalny et des luttes internes au sein des élites russes. Une guerre patriotique pourrait rallier le soutien et réduire la dissidence, un pari risqué pour briser l'impasse due aux sanctions occidentales. De plus, Vladimir Poutine observait avec horreur la montée en puissance de l'armée ukrainienne, renforcée par l'entraînement de l'OTAN et des armes high-tech comme les missiles Javelin américains et les drones Bayraktar turcs. En 2022, l'armée ukrainienne n'était plus la même que celle qui avait dû se retirer à Debaltsevo face aux séparatistes pro-russes du Donbass en 2015, obligeant Kiev à signer les accords de Minsk II à contre-cœur. Il a probablement évalué l'état de ses forces, calculé qu'il n'y avait qu'une courte fenêtre d'opportunité pour agir de façon préventive avant de perdre tout avantage militaire. En somme, les motivations de Poutine semblent davantage relever d'un impérialisme défensif que d'une agression pure. Une guerre basée sur la peur plus que sur l'avidité. Elle ne s'est pas déroulée comme prévu pour lui. Il faudra voir si cela mènera finalement à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN.
Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour rester informé et découvrir d'autres analyses approfondies des histoires derrière l'actualité. Et merci comme d'habitude de votre attention.